Développement économique local, relations avec la presse. Voici quelques-uns des thèmes qui ont marqué cette soirée élue entreprise ce jeudi soir au W de Woeswiller. Une soirée qui a débuté par le discours inaugural de Roland Roth, président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Dans un climat politique national instable et un contexte international tendu, il a tenu à rassurer les élus et les entreprises sur la stabilité économique de l'intercommunalité. Vous pouvez être assuré de cette solidité puisque nous faisons partie des 7 et seulement 7 collectivités dont les comptes sont certifiés en France. Une situation qui permet aujourd'hui à la Casques d'accompagner de près des projets de développement économique. C'est aussi celui du prix de vente de nos terrains. Je parle des terrains en zone d'activité, évidemment. Là aussi, depuis 19 ans, il est, lui aussi, toujours le même, soit 10 € hors taxe du mètre carré. L'une de ces entreprises du territoire a de nouveau été récompensée. Il s'agit de Flash Metal, un spécialiste en tôlerie fine et industrielle implanté à Groesbeek-Ostrov. L'un de ses représentants, Olivier Tordeux, s'est vu remettre le Grand Prix d'honneur de la communauté d'agglomération. C'est une fierté pour l'équipe, avant tout. C'est une mise en avant des efforts, du travail qui a pu être fait depuis de nombreuses années. On est bientôt centenaire en termes d'entité. Une entreprise appartenant au groupe Comet. De nouveaux investissements ont été réalisés récemment sur ses moyens de production, notamment le soudage, le pliage, le thermolaquage ou encore sur le développement de nouveaux logiciels. Tout ça pour servir une croissance. On était à 5 millions d'euros en 2020 lors de l'intégration de l'entité dans le groupe Comet. Nous sommes à présent à un peu au-dessus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et notre cible est 10 millions d'ici 2030 et on y va, palier après palier. Christophe Barbier, journaliste éditorialiste et comédien, était l'invité d'honneur de cette soirée. L'occasion pour lui d'expliquer la différence entre information et intox et donner quelques conseils sur la gestion de la communication en temps de crise. C'est parce qu'on s'est entraîné, parce qu'on a mis en place des processus de communication de crise dans un temps où il n'y en a pas besoin, que le jour venu, on a les bons réflexes. L'urgence, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. L'autre conseil que je donnerais, c'est d'être dans la transparence quand on est dans une situation d'urgence et généralement de crise. Tous les efforts que l'on met pour cacher la vérité, pour retarder l'apparition d'une information, ça se retourne contre vous. Au total, 250 personnalités locales ont participé à cette soirée. Elle sera rediffusée mardi prochain sur Mosaïque Cristal. C'est un projet majeur et très attendu sur le territoire, la création du site de production photovoltaïque Holosolis. Pour la première fois, un comité de pilotage a été délocalisé à l'Europole d'Ambach, qui devrait voir les premiers bâtiments sortir de terre d'ici 2027. Dans les coulisses, le projet avance. Le financement pour finaliser les études liées notamment au bâtiment est en cours de clôture. 60% de ce financement est actuellement sécurisé, soit 9 millions d'euros sur 15. La discussion se poursuit avec de prochains investisseurs qui devraient rejoindre le projet d'ici la fin de l'année. On va pouvoir finaliser, compléter toutes les études de détail, donc nos équipes construction, nos équipes process. On a déjà lancé des consultations avec les fabricants des lignes de fabrication. Maintenant, il va falloir qu'on sélectionne ces fabricants, qu'on travaille sur la contractualisation avec eux, de façon à pouvoir démarrer la construction. Entre le moment où on va finir cette levée de fonds et le moment où on va démarrer la construction du site, compte tenu des études, des consultations du fournisseur, des sélections des fournisseurs et des négociations des contrats avec les fournisseurs, je pense qu'il va se passer une douzaine de mois. On a une douzaine de mois de travail devant nous avant de démarrer la construction. Pascal Bollot, le préfet de la Moselle, s'est rendu sur place. Il a découvert le site qui devrait accueillir la Gigafactory et fait le point avec les différentes parties prenantes du projet. Le soutien de l'État est déjà très important, que ce soit à partir des enveloppes locales ou que ce soit les montants nationaux d'aide en subvention. Le projet, évidemment, est très aidé. Il a été retenu par Chose France et donc il est connu, il est identifié et il sera aidé au fur et à mesure des différentes phases de réalisation et de montée en puissance.
Initialement, la production des panneaux photovoltaïques aurait dû démarrer en 2025. Du retard a été pris, mais à Ambar, la confiance règne. Je reste très confiant même. La dynamique est toujours la même, la motivation est toujours la même, c'est important. Il y a pour moi, je m'exprime là à titre personnel, une inconnue au niveau de la situation politique globale au niveau national et européen. C'est une petite inquiétude que j'ai et que d'autres partagent également. Donc il faut espérer que tout se passe bien et nous arriverons à respecter le calendrier sans problème. Je suis toujours très optimiste et puis les discussions qu'on a avec les investisseurs montrent un vrai intérêt pour le projet. On a signé, je ne l'ai pas mentionné, mais plus de 20 gigawatts de lettres d'intention avec des clients, ce qui veut dire plus de 4 années de fabrication de l'usine à pleine capacité. Donc ça veut dire qu'il y a des clients qui ont la volonté d'acheter nos panneaux dans le futur. Et donc c'est rassurant et enthousiasmant sur la suite des événements. Pour rappel, la création de l'usine Holosolis est un projet à 850 millions d'euros qui prévoit à terme de créer 1900 emplois. Et voilà. La piste entre Lixin et Grosby est ouverte. La liaison cyclable entre Lixin-les-Roulins et Grosby-Darstroff a été inaugurée. Les travaux engagés il y a un an se sont achevés en septembre, permettant aux habitants de circuler sur un nouveau tronçon de 1,5 km le long de la départementale 31. Cette piste vient agrandir le réseau cyclable de la Casque et facilitera les déplacements non seulement pour les riverains de Lixin et de Grosby-Darstroff, mais aussi pour les communes voisines. C'est compliqué de rouler en vélo sur la départementale parce que les voitures roulent vite et qu'il n'est même pas question que les enfants aillent sur ce tronçon-là de la départementale. Là, c'est sécurisé. Il y a une barrière en béton qui sépare, donc vraiment c'est sécurisé. Et même les gens de rejoindre Sarreguemines ou même par le chemin de halage ou aller vers Sarrebruck ou aller simplement acheter le pain à Grosby-Darstroff. Parce que ça, c'est vraiment pas loin. Hein. Un chantier mêlant prouesse technique et éco-responsabilité avec une passerelle en caillebotis, un mur en béton et l'utilisation de matériaux recyclés. Différents aspects qui justifient la longue durée de ce chantier-là. Nous sommes sur un tronçon très particulier, comme vous avez pu le remarquer, parce qu'il a nécessité un certain nombre de solutions techniques liées à la topographie et à l'existence de la route départementale qui présente quand même un certain danger. Il a fallu trouver les solutions adaptées. Au total, l'investissement s'élève à près de 1,5 million d'euros. 290 000 euros ont été financés par le département de la Moselle et 443 000 euros sont issus de fonds européens Interreg. Le chantier d'insertion Confluence Service franchit une nouvelle étape. Depuis mercredi, la nouvelle boutique Confluence Service est ouverte au public, située 2 rue Gutenberg à Sarreguemines. Les visiteurs y découvriront des créations uniques, issues du travail des salariés accompagnés par 2 tuteurs dans leur parcours de réinsertion. Alors vous allez trouver beaucoup de productions saisonnières. Actuellement, on prépare Noël, des crèches, des petits Pères Noël. On a aussi toute une partie enfants, donc une petite cuisine, une marchande, des tables, des chaises et des nichoirs, des mangeoires. Et pour la partie plus été, des salons de jardin, des meubles. Ici, le travail manuel s'allie à l'accompagnement personnalisé pour permettre à chacun de retrouver le chemin de l'emploi. Depuis 2015, ce dispositif porté par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence offre une véritable expérience professionnelle. Avec cette nouvelle boutique, les salariés seront d'autant plus mis en avant. C'est une façon de mettre en valeur physiquement maintenant, avec un lieu dédié, les productions de nos bénéficiaires sur ce chantier palette. On est quand même là sur une dominante sociale, c'est vrai, puisqu'on se soucie de l'insertion professionnelle, en particulier de personnes qui sont peut-être plus éloignées, pour un certain nombre de raisons, qui sont plus éloignées de l'emploi. En 2024, il y a eu 45 sorties vers un emploi durable, 10 vers un emploi de transition et 11 vers une formation durable. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps.
Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est un ciel plus gris qui nous attend pour dimanche. Quelques courtes éclaircies sont attendues dans l'après-midi, mais ce sont les nuages qui dominent la journée. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Théodores et il fera jour de 7h30 à 17h. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. So, liebe Zuschauer, kommen am Sonntag ins Café Kränzel. Diesmal gehen wir laufen mit der Fédération Française für den Sport populaire. Und wir haben als Gast den Guy Borsenberger, den Bertrand und den Sebastian natürlich. Und Martin, bleiben dabei. Wir sagen euch alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr laufen wollt, allein oder in Gruppe, wie und wann und was. Voilà. Bonjour Alphonse. Bonjour Joël, bienvenue à Götzenbrück. Merci pour ton accueil. Nous sommes sur les hauteurs du village, face à cette grande église, mais nous allons plutôt évoquer aujourd'hui la chapelle et le cimetière. La chapelle dédiée à la très sainte Vierge Marie, Mère aux 7 douleurs, qui a été construit avec le cimetière en 1843-1844. Voilà, donc, et puis ça a toute une histoire qui est liée, bien sûr, à Götzenbrück. Tout est lié à l'usine, à la verrerie. Naturellement. Et donc, si tu regardes le fronton, il y a monsieur, donc elle a été construite par Antoine Walter. Antoine Walter était un des principaux actionnaires de l'usine. Et c'est à un moment où il y a une évolution dans la fabrication. C'est le début de la fabrication des verres de lunettes qui ont donné un développement très important. Et lui, il était un peu en retrait par rapport à cela. Et il s'est fâché avec son frère Nicolas. Et il a vendu ses actions. Et avec l'argent de ses actions, il a construit cette chapelle. Voilà. Et donc, par la suite, et on va le voir à l'intérieur, il a été enterré dans cette chapelle. Bien que fâché avec son frère, quand celui-ci est décédé avant lui, il a permis qu'il soit enterré également à l'intérieur. Nous verrons les plaques qui subsistent encore à l'intérieur. Qui subsistent à l'intérieur. Très bien, bon, voilà. On va voir ça de suite. Oui, donc alors, Antoine Walter avait destiné cette chapelle, aussi c'était son lieu de sépulture. Et donc, ce n'est pas resté sa seule sépulture à lui et son épouse, mais il a accepté que le frère avec lequel il était un peu en difficulté, on va dire commerciale ou industrielle, et également qui est mort en 1845, donc 2 ans après
un an après l'achèvement de la chapelle, il l'a quand même enterré ici avec son épouse. Si vous regardez aussi les noms des épouses, c'est les Balter qui épousent des Balter, c'est aussi des filles de maître verrier. Antoine, son épouse, c'est une Schwerer. Schwerer, ce sont les maîtres verriers qui sont restés à Meisenthal. C'est une chance d'avoir conservé ces plaques, parce qu'avec les dégâts dus à la Seconde Guerre mondiale, on a notamment, on le voit ici, l'autel et la Pietà qui datent des années 50, une restauration d'ailleurs qui équivaut pour la croix de mission devant la chapelle, que nous allons voir à présent. La fameuse croix de 1852, qui a été rénovée plusieurs fois, notamment après la Seconde Guerre mondiale, mise en place après un passage des Rédemptoristes. Tu sais pourquoi cette croix a été mise en place? Mais c'est cette fameuse mission de rechristianisation de la France, enfin à l'époque. Hein. Au milieu du 19e. Ouais, voilà. Et donc ces missions, mais qui ont encore existé au 20e, je n'ai encore connu. Hein, donc j'ai assez âgé pour en avoir connu, où on faisait on ouvrait grandes les portes de l'enfer, voilà. J'imagine que tu connaissais aussi certains des ecclésiastiques curés de Kötzelbrück qui sont enterrés ici, devant cette chapelle. Bon, tu connaissais peut-être pas Stangel qui est décédé en 1877, mais donc on a ces deux tombeaux avec les signes ecclésiastiques. Et l'abbé Mittelbronn, effectivement, ça je l'ai connu, c'était mon curé pendant toute ma jeunesse, voilà. Et donc, et puis il y a Gérard Reimer qui est enterré avec eux, mais qui n'a jamais été curé à Kötzelbrück, mais curé archiprêtre à Sarralbe. Donc on a cette chance devant cette superbe chapelle d'avoir beaucoup de patrimoine et qui sera entretenu puisque la mairie a décidé dernièrement de réfectionner la façade et ce magnifique clocheton. Alphonse, ce cimetière aussi contient de belles pièces du patrimoine. Là, j'ai devant moi ces tombeaux du 19e siècle, à fût droit, assez sobres, avec les crucifix, mais surtout ce magnifique mausolée de la famille Tortolin. Oui, ce n'était pas le seul. Hein. Il y avait ici, on est le quartier ici des maîtres verriers, on va dire, à la fois ceux qui ont travaillé à l'usine et aussi ceux qui, en travaillant, en s'enrichissant dans les comptoirs à New York, etc., sont revenus s'enterrer ici. Il y avait également ici des monuments impressionnants, beaucoup plus impressionnants encore que celui-là. Il y avait notamment une colonne avec une boule, comme la colonne de la colonne de Meisenthal. Et dans les années 70, le maire à l'époque, craignant des dangers, etc., le menaçant ruine, etc., parce que ce n'était pas entretenu, voilà, ça a été enlevé, mais on aurait peut-être dû les caser quelque part, je ne sais pas. Bon, c'est une autre histoire. Oui, heureusement, il y a encore d'autres croix par des artistes reconnus qu'on va pouvoir évoquer à présent, qui sont toujours en place dans le cimetière. Oui, par exemple, Émile Moser, qui est donc un sculpteur de Meisenthal. On va pouvoir aller voir son style d'élévation. Absolument. Il y a la signature là, Émile Moser, oui. Meisenthal. Je devine plus que je ne lis, hein, mais c'est la signature. Et là, ce style avec l'encre, qu'est-ce que ça veut dire, cette encre-là? Alors, j'ai l'explication, parce que c'était la première qu'il a faite pour l'instituteur de Meisenthal. Il n'avait pas fait ici, mais à Meisenthal, qui venait de perdre sa jeune épouse. Et c'était cette encre, c'était disons, la fidélité
pour la garder, la rester, la fixer. Oui, c'est Voilà, symbolique, voilà, bien sûr. Voilà. Parce que moi, je pensais que c'était la tombe du capitaine Haddock. Non, pas du tout. Elle n'est sans doute pas ici, mais c'est vrai que c'est un style qu'on repère assez facilement, style un peu rocaille. Et on retrouve aussi l'idée des constructions des grottes de Lourdes, quand on retrouve des idées de fondation, bien sûr avec des sculptures, notamment des feuilles d'acanthe ou des feuilles de vigne. Il sera d'ailleurs copié par Desmerlet de Heulin, qui reprendra ce style dans plusieurs cimetières du Pays de Bitche, mais qui est aussi présent ici, qu'on va pouvoir voir, mais de l'autre côté du cimetière, qui lui date d'après 1892. Effectivement, on est devant un monument érigé par Desmerlet de Heulingen, avec la signature à nouveau sur la droite. C'est peut-être, Alphonse, un peu moins construit que Moser, dont on a derrière nous. On voit d'autres tombes érigées par Moser, hormis la Sainte Vierge, qui est en biscuit, qui est sur la tombe de la famille Emmer. Donc revenons à notre Desmerlet de Heulingen. L'appareillage, là, est un peu légèrement différent que Moser, donc le style rocaille, comme on disait. Et donc là-haut, vous avez d'autres, des Moser, et notamment des Moser qui ont perdu la croix. Oui, c'est le souci. Le soubassement caractéristique est encore là, reste le même. Avec la signature. Voilà, c'est typiquement du début du XXe siècle. Voilà. J'allais te dire qu'il y a quand même un troisième artiste qu'on n'attend pas à trouver ici, dans le cimetière de Götzenbrück. Ben voilà, Alphonse, donc ce tombeau du début du XXe siècle est l'œuvre de François Piaudy, qui est un sculpteur originaire de Plantières-les-Messes. Oh là. Donc on voit au style qu'on n'est pas du tout dans du Moser, du Desmerlet. C'est très particulier, avec cet écu devant, mais qui ne semble pas tout à fait abouti. Bon, c'est vrai que cette présentation surprend un peu. Je ne sais pas si c'est le seul élément visible dans le cimetière, mais je remarque à présent que l'alignement au niveau des tombes n'est pas tout à fait régulier. Ben, regarde là, tu as là tout un espace là, qui est libre. Oui. Ça s'explique par la présence de roches. Donc on arrive sur le grès et les fossoyeurs, en creusant les tombes, parfois en hiver quand c'est gelé, etc. Puis en plus, on tombe sur la roche. Ils ont évité la roche et c'est pour ça qu'il y a ces emplacements qui ne sont pas utilisés et un peu une désorganisation. C'est pas l'alignement des cimetières militaires, mais ça a aussi beaucoup de charme. Ça a vraiment beaucoup de charme, avec beaucoup d'éléments patrimoniaux à conserver. Nous nous trouvons cette fois-ci dans un autre village verrier, à Meisenthal, non loin de Götzenbrück, mais cette fois-ci dans un environnement que je dirais plus classique, à savoir un cimetière lié à l'église paroissiale. Pourquoi j'insiste dessus? Il était de bon ton à l'époque d'être au plus près du cœur, et ceux qui avaient le plus de chances de rejoindre le paradis le plus rapidement étaient enterrés directement dans l'église. Nous avons ici la chance à Meisenthal, peut-être le cimetière le plus beau du Pays de Bitche, d'avoir vraiment des tombeaux de différentes époques qui ont été très bien conservés. Parce qu'il faut savoir qu'au XIXe siècle et début du XXe siècle, tous les 30 ans, les concessions étaient renouvelées et les os réunis dans un ossuaire. Il y a aussi les dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vous ai indiqué qu'on avait la chance d'avoir des superbes pièces. On va pouvoir faire le tour de ce cimetière, mais il y a quand même un lien avec Götzenbrück.
c'est ce fameux sculpteur Moser, puisque nous voici ici devant une de ses œuvres, et mon hypothèse de lien avec les grottes de Lourdes se traduit ici, comme vous le voyez, avec cette mention Notre-Dame de Lourdes. Mais comme je vous l'indiquais précédemment, nous avons ici des tombeaux beaucoup plus anciens. Preuve en est de ces pratiquement mausolées qu'on peut dire, mais on va jouer au jeu des 7 familles, puisque nous voyons ici 2 mêmes types liés à la famille Walter, à ma droite et à ma gauche. On retrouve à nouveau cette ressemblance entre les calvaires, monuments, tombeaux exceptionnels de Nicolas Schwerer, à ma gauche, et son épouse Marianne Walter. Voilà, c'est des tombeaux vraiment exceptionnels avec cette formidable garniture et les sculptures qui couvrent l'ensemble de la construction, avec par exemple Saint-Nicolas sur notre gauche. Puisque nous sommes ici devant ces tombeaux et ce calvaire, quelques mots. Le calvaire, naturellement, avec le squelette, qui nous fait réfléchir sur le présent et notre mort à venir, et cette tombe du curé Thomas, dont le journal Le Lorrain évoque en 1887, au moment de sa mort, 27 prêtres réunis avec un décorum que jamais on ne pourra égaler. On retrouve aussi de nombreux autres modèles. On a un même exemplaire à Götzenbrück, à savoir ce galbe que l'on retrouve sur de nombreux calvaires de chemin dans le pays de Bitche, avec le corps rayonnant, le crâne et à nouveau un tombeau lié à la famille Burguin-Walter. On s'arrête aussi ici devant ce tombeau, puisque on aperçoit une croix en fonte. C'est une spécificité que l'on retrouvait largement avant, mais ces tombes ont malheureusement beaucoup disparu dans le pays de Bitche. Cette croix est liée aux forges de Dietrich, de Mouterhouse et notamment de Niederbronn, puisque celui qui travaillait dans ces forges et son épouse avaient droit, au moment de ce décès, à cette croix. Mais reprenons notre jeu des 7 familles, ou plutôt des équivalences, avec 2 nouveaux tombeaux. Il y en a un à droite et un à gauche, sont exactement le même. C'est un pilier qui contient lui-même 2 piliers d'église avec une croisée d'ogives. Vraiment, à nouveau, un tombeau superbe avec ses sculptures. Donc, c'est le tombeau de Joseph Wellenreuter. Mais ce qui est aussi tout à fait surprenant, c'est que dans le même alignement, on retrouve la même figuration, le même style de tombeau pour l'ensemble de la famille. Je m'arrête à nouveau devant un nouvel exemplaire, puisque nous voyons ici le Christ, mais sur un arbre. C'est assez rare, mais on trouve un exemplaire de cette forme statuaire à Rohrbach-les-Bitches dans les années 20. Quand on voit ce riche travail sculptural, on ne peut que penser à la simplicité de nos tombes aujourd'hui en marbre noir.